semaine à Scolaire Le Monde, on interviewe le magicien Alain Choquette. Tiens, moi aussi, j'ai le goût de faire de la magie. Je vais faire disparaître les filles. Avec de nombreux spectacles et émissions de télévision, Alain Choquette a marqué le nombre de la magie sur 3 décennies, tant au Québec qu'en France qu'aux États-Unis. Il fait ses débuts à la populaire émission Ad-Lib. Puis, son rêve de présenter le premier grand spectacle québécois de magie sur scène devient réalité. En 1993, avec son univers poétique, drôle et touchant, il réinvente l'art de la magie. Son succès au Québec lui permet de percer à Atlantic City aux États-Unis. On invite Alain à participer à l'émission spéciale World's Greatest Magic, regardée par plus de 26 millions de téléspectateurs. De retour au Québec, Alain Choquette s'installe au Forum de Montréal pour une série de 10 spectacles en compagnie de 22 artistes de l'École nationale de cirque. Puis, en 1996, il fait plus de 300 spectacles au Caesars Palace de Las Vegas. puis l'année 2000 marque le retour d'Alain au Québec avec un nouveau spectacle. Il présente la disparition de 12, un numéro au cours duquel il fait disparaître 12 personnes dans le public, lui permettant d'acquérir une notoriété mondiale. Fort impressionné, David Copperfield le reprend dans son propre spectacle et le présente à Las Vegas pendant plusieurs années. En 2014, il part maintenant à la conquête d'un nouveau public, la France. Il fera une tournée à travers la France de plus de 600 représentations, dont 500 à Paris. C'est une mission réussie. Main droite. Bien au-dessus du jeu. Vous allez prendre maintenant le 2/3 du jeu, une trentaine de cartes que vous levez, que vous retournez et que vous replacez au-dessus du jeu. Vous prenez maintenant toutes les cartes qui sont face vers vous, comme tantôt les cartes qui vous regardent. Vous les prenez au complet. Vous les retournez face en bas et vous les replacez. Excellent, sous le paquet. Maintenant, la première carte au-dessus du jeu, sans la regarder, vous l'amenez sur votre cœur. Allez-y, sur votre cœur. L'autre côté, messieurs, sur votre cœur. Et lorsque je vous dis go, tout le monde, vous me montrez cette carte choisie au hasard. Attention, 1, 2, 3, go! Regardez bien. Regardez votre carte. On a tous un as de cœur. Il s'appelle Alain Choquette. Tout le monde me dit c'est pas possible. Eh ben oui. En 2007, il revient au Québec pour un nouveau spectacle. De plus, il est l'un des juges de l'émission La Magie des Stars. Il est de retour en 2019 avec un tout nouveau spectacle, La Mémoire du temps, qui sera son dernier grand tour de piste après plus de 35 ans de carrière. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Ah, Joran, j'étais un petit garçon très timide à la base et très sportif. Et je faisais beaucoup de sport, je fais tous les sports et presque tout. Et j'habitais Sainte-Adèle, donc j'étais dans un village où on jouait au tennis, on jouait au hockey, on jouait au soccer, on jouait au
golf, l'athlétisme, j'ai fait les Jeux du Québec, j'ai joué au hockey junior majeur, mais j'étais très timide. Et la magie, ben c'est ça qui m'a aidé un petit peu à enlever ma gêne tranquillement parce que je devais faire des tours à des gens, puis donc ça m'aidait à briser la glace. Comment vous vous sentiez quand vous faisiez les jeux majeurs? Ben, en fait, j'ai commencé à jouer au hockey très jeune et j'ai grandi, j'ai évolué. J'ai joué dès 12 ans, je jouais dans une ligue organisée à Sainte-Agathe. On jouait dans la Ligue des Laurentides, dont La Chute faisait partie. Et je me rappelle d'un garçon qui était très bon. Je me rappelle d'un joueur à La Chute qui s'appelait Carl Bilodeau, qui était le meilleur joueur de La Chute, qui était un petit peu plus jeune que moi. Et après ça, j'ai joué à Trois-Rivières pour les Draveurs de Trois-Rivières, puis la carrière de hockey s'est arrêtée là. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la magie? En fait, Ève, c'est un tour que mon père me faisait à répétition. Puis finalement, je l'ai compris et j'ai adoré le refaire à d'autres personnes. Et là, j'ai dit, faut que j'en apprenne d'autres. Et j'ai trouvé un livre à la bibliothèque de mon village, un vieux livre rempli de trucs, le seul qu'il y avait. D'ailleurs, j'en parle dans le spectacle. C'est le seul livre de magie qu'il y avait dans ma région. Et là-dedans, j'ai appris tous les tours. J'ai tranquillement monté un spectacle que j'ai présenté dans les écoles, les hôpitaux, les centres pour personnes âgées. Et après ça, bien, tout s'est enchaîné. Les hôtels, la télé et les spectacles en tournée. Puis là, je vais le placer ici. Je vais fermer ma main. Puis là, est ici, là, la pièce, là. Puis là, et puis là. Puis là, ici. Ça vous a pris environ combien de temps à apprendre tous vos tours de magie? Bien, tous mes tours, ça varie. Il y a des trucs qui sont plus faciles à apprendre. Il y en a qui sont plus compliqués. Il y en a qui peuvent... Mon plus compliqué, ça a pris 1 an du début jusqu'à la fin avant que je le fasse pour la première fois. Il y en a qui peuvent prendre 15-20 minutes. Il y en a qu'on va travailler beaucoup les textes, la musique, la mise en scène. C'est beaucoup plus long. Donc, ça varie d'un tour à l'autre. Comment faites-vous pour trouver vos tours de magie? Alors, moi, j'ai appris dans des bouquins. Alors, j'ai eu mon premier livre à Sainte-Adèle, à la bibliothèque, et après, je me suis procuré d'autres livres que je faisais venir des États-Unis, et en même temps, ça me faisait pratiquer mon anglais. Alors, j'ai appris tous les trucs dans des bouquins, et par la suite, j'ai rencontré d'autres magiciens avec qui j'ai échangé des numéros et des idées dans des festivals, dans des petits congrès de magiciens, dans des rencontres. Alors, après ça, bien, j'ai créé mes propres numéros. Et on a eu plus tard une équipe avec des metteurs en scène, avec un metteur en scène, avec quelqu'un des éclairages, de la musique, des décors, tout ça. Donc, mais à la base, c'est moi qui créais les tours pour les spectacles et l'équipe greffait leurs idées autour de ça. Quelle sorte de tour de magie vous aimez mieux? Genre, est-ce que c'est plus genre la mise en scène ou plus des tours qui sont très faciles à apprendre? En fait, les tours que je préfère, c'est ceux qui vont toucher les gens de différentes façons, soit par l'émotion ou par l'interaction. J'ai créé des numéros, comme je vais faire ce soir, où tout le public participe en même temps. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. On ne peut pas faire ça pendant 1h30, mais les segments préférés, c'est quand je suis en interaction avec les gens, je les fais parler, je les fais réagir. Et aussi des petits moments poétiques comme une tempête de papillons qui peut partir de mes mains ou un simple fil qui casse et que je remets en un morceau sur un texte poétique. Alors, c'est le genre d'idée que j'aime faire. En quelle année a eu lieu votre premier spectacle? En êtes-vous fier? Mon premier spectacle, j'avais 12 ans. Et donc c'est en 1974. Je jouais dans un cinéma à Sainte-Adèle entre 2 films le samedi. Donc, en attendant E.T., ben, il y avait moi. Alors, je jouais, c'était mes premiers shows, mais ça durait juste 15 minutes. Par la suite, j'ai monté un spectacle d'à peu près 1 heure que je présentais dans les hôtels dans le Nord, à Tremblant, à Saint-Jovite, à Sainte-Agathe, à Sainte-Adèle, au Chanteclair, à Alpine, à l'Estérel. Donc, ça a été mes premiers shows et j'ai rapidement fait des sous avec ça. Donc, j'investissais, j'achetais de l'équipement et le spectacle grossissait. Et je suis allé aux études, mais finalement, j'ai laissé les études pour faire du spectacle lorsque j'ai commencé à faire de la télé. Et ça, on est dans les fins années 80. De quel tour de magie êtes-vous le plus fier? Ah, c'est une bonne question, ça. Flavie, le tour dont je suis le plus fier, en fait, il y en a 2.
il y en a un où 12 personnes du public disparaissent. Donc, 12 personnes sont choisies au hasard, je les fais monter sur une plateforme et ils disparaissent. Ils vont finir par revenir, mais ils disparaissent. Et il y a un autre tour aussi où j'ai pris le tour que mon père m'a enseigné, dont je vous ai parlé au début, et j'en ai fait un numéro de scène avec une belle musique. Et si vous êtes curieux, vous allez sur YouTube, vous faites Alain Choquette 4 As, et vous allez voir ce numéro-là dédié à mon père. Et la version a été enregistrée en 1994. Et les 2 tours dont je viens de vous parler bien, ont été repris plus tard par David Copperfield, qui est le magicien le plus connu sur la planète. Parlez-nous de votre expérience en France. Oui, bien, la France, en fait, je suis allé là comme un total inconnu. Et j'avais un contrat de 4 mois dans un théâtre. Et le but, c'était de créer un impact rapidement, un bouche à oreille, d'avoir des bonnes critiques, de faire de la télé. Et tout ça est arrivé. Donc, le contrat de 4 ans au théâtre de 4 mois au Théâtre de la Gaîté s'est transformé en un contrat de 4 ans. Donc, j'ai joué 4 ans dans le même théâtre. Et par la suite, il y a eu 1 an de tournée à travers la France, la Suisse, la Belgique. Mais là-bas, j'avais la chance d'être un invité régulier sur une des émissions la plus écoutée là-bas qui s'appelait Les plus grands cabarets du monde. Donc, j'avais un segment à tous les mois, ce qui faisait que les gens me voyaient à la télé et avaient envie de venir voir dans un théâtre. Quelle qualité ça prend pour être magicien? Bien, en fait, pour être un magicien, il faut avoir un esprit, être rapide, être vif d'esprit, être bon communicateur, être à l'aise avec du public, être habile avec ses doigts, être capable de raconter des histoires, de créer des émotions. Donc ça, c'est des belles qualités à avoir chez un magicien, parce qu'un magicien, ça crée aussi du mystère, mais ça crée aussi une larme, un sourire, ça peut créer une réflexion. Alors, ça prend plein de qualités. Est-ce que c'est dur un peu de trouver toutes ces qualités-là puis d'en faire un peu? Ben oui, c'est difficile. Souvent, c'est le metteur en scène avec qui vous travaillez qui va aller chercher ces qualités-là parce que souvent, on ne se connaît pas. Nous, on parle de rien. Moi, je suis parti à Sainte-Adèle, tout ça, mais quand j'ai travaillé avec quelqu'un qui connaît le théâtre, bien, lui a réussi à aller me chercher, à me faire développer des forces dans la communication, dans le jeu avec les gens, dans le déplacement sur une scène, comment apprendre les éclairages, où placer les bons, la bonne musique. Alors, tout ça, je l'ai appris aussi en le faisant. Alors, le metteur en scène qui a été avec moi pendant 25 ans, qui va être ici ce soir, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Bonjour, je vais vous montrer un tour de magie. Donc, Maya, il faut que tu piques une carte dans le milieu, n'importe laquelle. Pourquoi dans le milieu? Ben, n'importe laquelle. Tu l'aimes, n'importe. Ok, Tu la montres à la caméra, semble la montrer à moi. Tu me dis qu'il y en a qui. Bon. Là-dessus. Là, je pense de même, puis je peux mélanger. OK. Puis là, je vais retrouver ta carte. Est-ce que ta carte, c'est elle? Ouais. Je vois. À quel âge avez-vous découvert votre passion pour la magie? Bien, en fait, ça a commencé, j'avais 10 ans quand mon père me faisait mon truc, le truc des 4 As. Mais dès que j'ai réussi à trouver un livre, bien, j'étais vraiment passionné. Donc, je passais mes soirées dans ma chambre à apprendre mes tours. Puis quand il y en a un qui était prêt à être présenté, bien, j'allais le faire à mes parents, à mes amis, à l'école. Donc, je dirais vers 10-12 ans, là, j'ai eu la piqûre très jeune. Est-ce que ton père a déjà fait des spectacles? Non, mon père ne m'a jamais fait de spectacle. Il connaissait un tour de cartes. Ça a été le plus bel héritage qu'il m'a laissé, c'est ce tour-là. Et mon père ne m'a jamais vu sur une scène en plus parce que, bon, il est décédé très jeune. Alors, non, c'était pas un homme de spectacle, mais c'était un homme qui avait beaucoup de charme. Et il aurait pu faire un bon crooner, je pense. J'imagine qu'il aurait été pas mal fier de vous voir. Ben oui, puis il allait souvent voir des spectacles aux États-Unis. Et, il aimait beaucoup le spectacle. Puis c'était un bon danseur, mais oui, j'imagine qu'il aurait été fier de son petit gars. Surtout quand j'ai joué à Las Vegas, où il y avait beaucoup le American Dream en tête. Il aimait beaucoup ce qui se passait aux États-Unis. Donc, jouer à Las Vegas,
que son petit gars joue sur la strip, ben, je pense qu'il aurait été bien fier de ça. Au début de votre carrière, est-ce que vous avez cru d'avoir un show à Las Vegas? Ben, en fait, Las Vegas, c'était un peu comme un rêve. C'était comme un acheminement presque impossible. Mais j'ai travaillé, j'y ai cru, puis j'ai fini par y arriver. Et d'avoir mon propre spectacle sur la rue la plus illuminée au monde, avec le plus de spectacles. Et Las Vegas, ben, c'est un peu la grande réussite quand on est là. Et ça, je dois dire que j'ai beaucoup de fierté à avoir joué sur la strip, beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi la magie comme carrière? Bien, en fait, je n'avais pas choisi la magie, j'avais choisi les études. Moi, je voulais être chiropraticien à l'époque. Et le cours se donnait aux États-Unis. Donc, j'avais besoin d'un peu de sous. J'ai commencé à travailler, à faire des spectacles pour faire des sous, pour tranquillement ramasser de l'argent pour pouvoir aller faire mon cours. C'était à Chicago à l'époque. Et je faisais ici une formation en biologie en parallèle pour prendre un peu d'avance sur mes cours de médecine, de chiropratie. Et finalement, bien, je suis rentré à la télé et j'ai tellement aimé ça, puis ça a tellement bien fonctionné que j'ai décidé d'en faire une carrière et de m'essayer là-dedans à temps plein. Et ça fait 35 ans maintenant que je fais ça. Donc, j'ai jamais travaillé. Jamais. Je suis toujours amusé. Parlez-nous du tour de magie que David Copperfield vous a emprunté. En fait, il n'a pas emprunté, il a acheté. En fait, c'est la disparition des 12. Il en a acheté 5, mais les deux principaux, c'est la disparition des 12 dont j'ai parlé un peu plus tôt, et le truc de mon père, que je vous invite à aller voir sur scène, que vous pouvez aller voir aussi David Copperfield, qui lui a appelé les as de son grand-père, parce que son père était vivant, et moi, c'était les 4 as de mon père. Et quelques idées aussi que j'ai partagées avec lui. Mais la fierté du numéro des 12, c'est qu'il l'a présenté pendant 12 ans pour conclure son spectacle. Donc, j'étais très fier de ça. Est-ce que toi, c'est arrivé que tu as acheté des tours d'autres magiciens? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé que j'ai travaillé avec d'autres collaborateurs. Souvent, je vais aller voir un spectacle, puis il y a une idée que je vais aimer, que je sais, moi, je peux l'amener ailleurs. Alors, souvent, je vais rencontrer un magicien, puis on a des fois échangé des idées ou même carrément acheter les droits. Oui, ça se fait. C'est arrivé à quelques reprises, oui. Y a-t-il un tour que vous n'avez pas encore fait, mais que vous voudriez faire? En fait, je suis pas mal chanceux parce que j'ai pas mal tout fait ce que j'avais envie de faire. Là, il faudrait vraiment que je me casse la tête. C'est une bonne question parce que quand j'ai une idée, comme exemple, lire la pensée de tout le public en même temps, ben je finis par trouver une façon de le faire. J'avais eu une idée à un moment donné que les gens jouent avec un jeu de cartes, mélangent des cartes, choisissent une carte et que tout le monde ait la même carte. Bien, j'ai trouvé une façon de le faire et je l'ai réalisé. Donc, je suis pas mal allé au bout de mes idées, là. D'ailleurs, c'est mon dernier spectacle, alors je suis pas mal allé où je voulais aller. Après, c'est la retraite ou... Non. Ben là, lui, il commence ce spectacle-là, donc j'en ai pour à peu près 5-6 ans, et on verra après, là, mais ça va être la dernière tournée, oui. Est-ce que la COVID-19 a mis des bâtons dans les roues de vos spectacles? Ben oui, la COVID a tout arrêté, et moi, je suis très en interaction avec les gens. Les gens montent sur la scène, je vais dans le public. Donc, j'ai tiré l'élastique pour jouer le plus tard possible. Et là, ça fait exactement 2 ans qu'on est arrêté. La première, c'était avant hier. Donc, c'était vraiment le recommencement. C'est ma deuxième aujourd'hui, après COVID. Mais on a tout pensé en fonction que tout soit très sécuritaire. Et évidemment, c'est sûr que, vu que je suis en interaction avec les gens, bien, on a attendu le plus longtemps possible avant de recommencer. Vous avez malheureusement eu une crise cardiaque il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ça a changé la façon de voir la vie? Oui et non, parce que j'avais déjà une conscience du temps. D'ailleurs, ce spectacle-là, ça parle du temps.
Et ça a été écrit un an et demi avant l'accident. Et le problème que j'ai eu, c'est un problème héréditaire que je ne peux rien faire contre. Je suis une personne qui s'entraîne tous les jours puis qui mange bien, et malgré ça, c'est arrivé quand même. Alors, j'étais déjà comme préparé à ralentir, je faisais déjà attention. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a changé que oui, que la vie est fragile, puis bon, si on le sait, ça tient à un fil, mais ça fait que je profite certainement de chaque moment encore plus. Donc, j'en laisse pas passer un. Est-ce que vous avez encore un rêve professionnel à réaliser? En fait, un rêve au niveau de la carrière, ce serait... Je suis allé vraiment au bout de mes rêves en jouant à Las Vegas, en jouant en France, en jouant en Europe. Là, ce que j'aimerais, ce serait plutôt redonner aux plus jeunes, aux magiciens, ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Donc, je vais donner des conférences dans des clubs de magie à travers le monde. Cet été, à Québec, il y aura le plus gros congrès du monde qui a lieu aux 4 ans, où il va y avoir 4 à 5 000 magiciens qui vont être là. Donc, je vais donner des séminaires pour ces gens-là. Donc, c'est plus vers là. J'ai le goût de redonner, de partager ce que j'ai appris et de rendre la magie meilleure si je suis capable. Est-ce que ça fait longtemps que tu voudrais comme, apprendre aux plus jeunes? Bien, je l'ai toujours fait un tout petit peu. J'ai écrit une conférence il y a 7-8 ans que j'ai présentée aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, en Suisse. Mais là, c'est juste je suis là pendant 1h30, 2 heures avec un groupe de magiciens, puis je leur partage mes idées et ma vision. Mais là, ça peut être des fins de semaine complètes là, où vraiment là, les gens vont faire des numéros devant moi, puis je vais essayer de les aider pour les améliorer. Donc, ça va être très cool, ça. Pourquoi avoir choisi le titre La mémoire du temps pour votre spectacle? En fait, la mémoire du temps, c'est un peu le thème, c'est un peu le fil conducteur du début jusqu'à la fin, le passé, le présent, le futur. On va jouer avec tout ce qui se passe dans le présent quand on est en contact avec les sens. Quand on est dans le moment présent, on va dans les souvenirs pour la nostalgie. On essaie de voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Donc, on touche à tout ça. Et aussi l'importance du moment présent qui va être très présente, justement, dans le spectacle avec des textes poétiques où on parle du temps qui passe, où on parle souvent que ça va vite. Alors, le temps, pour moi, c'était comme un beau thème qui touche autant les jeunes, autant les parents que les grands-parents. C'est dur de trouver des titres pour le spectacle. Trouver un titre pour un spectacle, c'est la chose la plus difficile. Parce qu'on veut que ce soit court, on veut que ce soit... que ça explique bien c'est quoi le spectacle, que ce soit pas n'importe quoi. Mon premier spectacle s'est appelé Première apparition, donc ça avait tout son sens. Le deuxième, comme moi je suis très taquin, puis j'aime ça me moquer, pas des gens, mais jouer avec eux, donc ça s'appelait Jeu de vilain. Donc chaque titre, en 2 ou 3 mots, doit bien résumer ce qu'on veut partager avec les gens. Donc oui, c'est très, très difficile. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on visite l'Expo Science à la Polyvalente Lavigne. Alors aujourd'hui, nous avons 94 kiosques d'élèves qui viennent présenter leurs projets qu'ils ont faits depuis septembre, qu'ils ont travaillé sur un projet. Dans l'Expo Science, en réalité, les élèves, ils doivent... au début, ils avaient une problématique. Ils se sont posé une question. Et là, ils doivent essayer de trouver une réponse à leur question. Donc, ils ont émis une hypothèse et après ça, ils ont pu faire une recherche pour réussir à répondre à la question. Il y a beaucoup de kiosques, c'est ce qu'on appelle une vulgarisation. Donc, c'est comme une recherche scientifique, mais on a 2 kiosques cette année qui ont fait une expérimentation. Donc, eux autres, ils ont vraiment testé quelque chose dans un laboratoire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre Expo Science en compagnie de Aurélie Bélanger et Évangeline Boulet. Notre question consistait à savoir quel papier hygiénique est le mieux adapté pour nos fosses septiques. C'est-à-dire lequel se dégrade le plus facilement. Premièrement, nous avons fait des recherches pour savoir quel papier hygiénique
pour savoir les principaux problèmes de nos fosses septiques. 1. La mauvaise vocation et 2. Les mauvaises odeurs. La mauvaise vocation est causée par les bouchons, que ceux-ci peuvent causer des reflux. À l'origine des bouchons sont les papiers de toilette et toutes les autres matières qui nous font jeter dans nos toilettes. Les mauvaises odeurs sont très dangereux car ils peuvent causer du gaz H2S et l'origine de ça, c'est les amas de matières organiques en décomposition. Pour régler le midine de ces problèmes, nous avons fait le test de décomposition sur ces 8 marques de papier de toilette. 1. Le Camco que nous pouvons retrouver dans certains campings. Le Charmin que l'on peut retrouver sur les marchés. Le Torque que nous pouvons retrouver dans les écoles. Le Kirkland que l'on peut retrouver au Costco. Le Cascade Enviro que nous pouvons retrouver dans le marché. Le Cascade Pro que l'on peut retrouver au camping. Le Royal que nous pouvons retrouver sur le marché. Et le Basique l'essentiel que l'on peut retrouver au Maxi. Premièrement, nous les avons trempés dans des pots remplis d'eau pour savoir qu'est-ce que cela ferait. Après 1 minute, nous avons constaté que cela restait intact. Ensuite, nous les avons brassés pendant 30 secondes pour simuler quand l'on tire la chasse d'eau. Après la deuxième étape, nous avons pu constater que le Kirkland est le meilleur adapté pour nos fosses septiques, car à la suite de ces 30 secondes, il ne restait que de l'eau blanche. En deuxième et troisième position, nous avons le Royal et le Cascade Enviro, car il ne restait que de petits morceaux très fins. On va parler de l'érection matinale. Qu'est-ce qui se passe durant l'érection matinale? Le spermatozoïde, les organes où ils passent, puis ce qu'ils font dans notre corps, les spermatozoïdes. Pour vous expliquer un peu l'anatomie, les petits points rouges dedans, les gros points rouges, c'est des artères. Fait qu'ici, il y en a d'autres, des points rouges. Fait que ça, c'est les artères. En jaune, c'est les nerfs érectiles. Le bleu, c'est les veines. Puis le gros rouge, ici, c'est les corps caverneux. Et ça, c'est le corps spongieux. Ça, ces corps-là, c'est comme des éponges qui vont se remplir de sang. C'est ça qui va faire que le pénis va devenir rigide. Donc là, on va parler du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, en fait, c'est là où il y a l'érection matinale. Dans le fond, le sommeil paradoxal, durant le sommeil, il y a 4 phases de sommeil. Le gris ici, c'est l'éveil. Puis ici, c'est un sommeil paradoxal. Durant le sommeil paradoxal, on a un relâchement des muscles, de tous nos muscles du corps. Ce qui fait que le sang va entrer dans le pénis, donc avoir une érection. Et vu que c'est juste avant l'éveil, on est en érection en s'éveillant. Alors, cette année, c'est les élèves principalement de l'école à qui on a permis de venir voir l'exposition à cause évidemment de la COVID et des restrictions sanitaires. Mais on a également invité les parents des élèves exposants lors du dîner.